Une question, Tunisie chasse aux migrants vers le Sahara, un crime humain banal. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Chassés de Sfax après la mort d'un habitant local, des centaines de migrants ont été mis à l'abri. Ont rapporté d'ailleurs des ONG sur place, plusieurs centaines de migrants abandonnés dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et la Libye, après avoir été évacués de la ville de Sfax la semaine passée, ont été mis à l'abri lundi dans des villes de sud de Tunisie. Mais les ONG s'inquiètent du sort de dizaines d'autres repoussés vers la frontière. La totalité des 500 à 700 migrants qui se trouvaient à la frontière avec la Libye ont été transférés ailleurs, a déclaré d'ailleurs Salsabil Chelali, responsable de l'ONG Human Rights Watch à Tunis. À la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien, des dizaines de migrants avaient été chassés de Sfax, centre-est du pays, devenu le principal point de départ de l'immigration irrégulière vers l'Europe et conduit par les autorités selon les ONG, vers des zones inhospitalières, frontalières avec la Libye et surtout l'Algérie. Ceux qui ont été récupérés par les autorités tunisiennes à la frontière libyenne, dans la zone tampon militarisée de Ras Djedir, ont été divisés en plusieurs groupes selon les ONG et les médias. Un groupe se trouve d'ailleurs à Médénine, au niveau d'un lycée gardé par les forces de sécurité. On a vu également arriver un autre contingent à Ben Guerdan, hébergé là aussi dans un lycée sous contrôle des forces de sécurité. Une douzaine de migrants épuisés et déshydratés ont dû être hospitalisés également dans cette ville et d'autres ont été amenés en autocar en tout cas, à Tantawin et Gabès, selon certaines sources. L'association tunisienne Belti d'aide aux femmes victimes de violences avait lancé un appel pressant lundi dernier aux autres ONG et aux institutions publiques pour se coordonner et mutualiser leurs ressources afin de fournir une aide d'urgence aux migrants subsahariens déportés aux portes du Sahara. Dans un communiqué, l'organisation d'aide aux réfugiés, Refugees International, a dénoncé les arrestations violentes et expulsions forcées de centaines de migrants africains noirs à Sfax, soulignant que certains étaient pourtant enregistrés auprès du Haut Commissariat aux réfugiés ou ont un statut légal en Tunisie. L'Organisation mondiale contre la torture en Tunisie, en abrégé OMCT, a annoncé pour sa part avoir saisi le comité contre la torture de l'ONU pour dénoncer le cas spécifique de VF, un migrant d'origine subsaharienne déporté à la frontière entre la Tunisie et la Libye le 2 juillet dernier, après avoir été arrêté sans motif et roué de coups avec une barre de fer dans des postes sécuritaires à Ben Guerdan, c'est à l'est de la Tunisie. Ces mauvais traitements ainsi que la privation d'eau et de nourriture pour plus de 700 migrants retenus dans la zone tampon sciemment imposée par des agents de l'État, AVF et d'autres migrants en raison de leur appartenance raciale afin de les contraindre à quitter le territoire tunisien sont constitutifs de torture, a ajouté l'OMCT. Un discours de plus en plus ouvertement xénophobe à l'égard de ces migrants s'est répandu depuis que le président tunisien Kais Saïed a pourfendu en février dernier l'immigration clandestine, la présentant comme une menace démographique pour son pays, en proie à une crise socio-économique qui s'est aggravée depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Samedi dernier, il a dénoncé ce qu'il a qualifié de mensonges propagés sur les réseaux sociaux, affirmant que les migrants en Tunisie recevaient un traitement humain conforme à nos valeurs, contrairement à ce qui se dit dans les milieux coloniaux et chez les agents qui œuvrent à leur service, selon le communiqué de la présidence de la République. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons. Eh bien, Tunisie chasse aux migrants vers le Sahara, un crime humain banal? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, dit 3A, il est journaliste d'investigation, mais surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce matin. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous aussi, Brigitte Longos. C'est pas la grande forme, mais je suis là tant que nous sommes debout. Je dis bonjour à l'équipe technique, au top management. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour à la diaspora africaine. C'est du diaspora.
ou responsable, je ne sais pas cette diaspora responsable, pas cette diaspora qui eut, quand ça lui chante, ce qu'ils appellent là-bas les dictateurs africains. Il n'y a pas de dictateur dans une colonie, parce que nous sommes encore des colonies. Je dis bonjour aux Africains de Mayotte, de l'île de la Réunion, de Martinique, de la Guadeloupe, de la Polynésie française, entre autres. Bonjour à vous. Quand je l'ai dit, je commence cette émission un peu comme non, pas comme d'habitude, je veux dire, avec un pincement au cœur, au regard, n'est-ce pas, du drame que les populations de la ville de Douala ont vécu le week-end dernier. Je parle de cet effondrement d'un immeuble de 4 étages qui a coûté la vie à plus d'une dizaine de compatriotes. Et certains dont le pronostic vital est engagé sont encore choisis dans diverses institutions sanitaires de la ville de Douala. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. Il s'agit là de la conséquence de la malgouvernance urbaine que nous avons l'habitude de décrier en ce qui concerne l'irrespect des normes, n'est-ce pas, de construction et d'urbanisation. Voir des conséquences. Et je m'incline devant la mémoire de ceux qui ont disparu. Il faut quand même dire une chose. Cet immeuble est situé à côté, n'est-ce pas, d'une université. Ça veut donc dire que dans cet immeuble, on pouvait enregistrer beaucoup d'étudiants. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir et nous allons également présenter une condoléance à toutes les familles durement éprouvées par la perte d'un être cher dans cet effondrement d'immeubles. On le dit comme ça dans cette ville de Douala. Derrière Mobile Guinness, c'est bien sûr ici à Douala et sans oublier qu'il y a au moins plus d'une vingtaine qui se retrouvent encore aujourd'hui dans des institutions sanitaires dont le pronostic, on le dit comme ça, vital est engagé. Albert Anatole, ici, nous revenons encore ce matin sur la Tunisie avec des migrants, on le dit comme ça, qui font l'objet de poursuites, on va le dire comme ça, de tueries, de barbarie même à la limite, chassés d'ailleurs vers le Sahara. On nous fait savoir ces derniers jours qu'ils ont été recueillis, mais militairement protégés et sécurisés. Vous savez ce qui est outrageant dans les divers papiers que j'ai eus, soit liés, ou alors les informations que j'ai eues à regarder, venant ou provenant des médias tunisiens ou hexagonaux, n'ont jamais, je dis bien non, jamais, ou alors ont rarement mentionné la mort des migrants. Oui. La plupart évoquent les problèmes de torture que vous avez convoqués dans votre introduction, mais rarement on a parlé des morts. Il y a pourtant eu des morts. Oui. Il y a des femmes, des enfants, c'est-à-dire des bébés, qui sont morts et dont les dépouilles ont été déposées dans les morgues de la Libye. C'est une responsabilité à la fois des autorités tunisiennes, à la fois de l'ONU, parce qu'il ne saurait y avoir des variables en ce qui concerne le droit humanitaire international. Parce que c'est ça qu'il est question. Tout est parti, comme vous le savez, d'un citoyen camerounais qui a été victime de traitements et de propos racistes. Il a même été victime d'une agression, c'est-à-dire ce qu'on appelle en droit des voies de fait. Il s'est défendu, malheureusement, en se défendant, ça a coûté la vie à un Tunisien. C'est de là où tout part. Oui. Et il faut également noter, dans le contexte de ces événements, que ces citoyens, ces compatriotes camerounais avec ses amis ont été interpellés par la police tunisienne de manière brutale, mise à la disposition des juridictions tunisiennes. Et nous pensons que dès lors que les juridictions tunisiennes ont pris le relais de cette affaire, ça devrait être un incident clos. Que non. N'est-ce pas, s'inspirant du discours haineux,
racistes et racialistes, xénophobes, n'est-ce pas, de Kais Saied, le président tunisien. Il y a donc une catégorie de Tunisiens qui s'est engagée dans une chasse à l'homme contre des migrants, pas seulement illégaux comme ils le disent, parce que certains il y en a qui étaient en situation régulière et qui ont été victimes des voies de fait, de viols, de brutalité, ont été non pas refoulés dans un aéroport ou dans la frontière d'un pays très proche, mais ont été refoulés au désert. Non pas par, j'ai envie de dire, des terroristes, mais bien par des institutions tunisiennes, c'est-à-dire la police tunisienne et l'armée tunisienne. Dès lors, cette situation engage donc la responsabilité première de la Tunisie et ensuite de l'Union européenne. En ce qui concerne l'Union européenne, vous le savez, en début du mois de juillet, il y a eu un balai diplomatique de certains énarques, non, je veux dire de certains dirigeants de l'Union européenne, notamment Meloni, qui est le président, je crois, de la commission, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, je crois Charles Michel, qui ont fait un déplacement de Tunis pour faire des propositions financières à Kais Saied dans l'optique de servir à l'Union européenne de digue pour éviter cette déferlante, comme ils le disent, des migrants subsahariens chez eux. Et je voudrais vous faire comprendre que ces trois lascars qui se sont retrouvés chez un autre lascar, ce sont des racistes assumés. Et l'Union européenne a octroyé une enveloppe, tenez-vous bien, de 105 millions d'euros à Kais Saied. Oui. Vous avez même une autre dotation budgétaire de près de 115 milliards d'euros qui est attribuée à l'État tunisien pour contenir, n'est-ce pas, les flux migratoires. Donc, il y a, dans le contexte de ces événements, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a forcément donc une double responsabilité. La première responsabilité est celle de la Tunisie, qui ne se considère pas comme un État africain. La seconde responsabilité revient à l'Union européenne. C'est eux qui ont l'habitude de nous parler du respect de tous les droits de la terre. Voilà donc les droits des migrants subsahariens et qui devraient bénéficier des statuts pour certains des réfugiés ou d'exilés qui se sont retrouvés en train d'être torturés, violentés, n'est-ce pas, pour certains tués. D'autres sont morts dans le désert. Vous refoulez des êtres humains sans eau ni nourriture dans le désert. Il faut être raciste pour arriver à ce niveau. Sommes-nous là en plein cœur d'un racisme encore bien évidemment profond aujourd'hui sur le continent? Et il s'agit de ça. C'est ça qui est la question. Il s'agit, je voudrais également vous convoquer, je voudrais mettre en débat, en analyse, des éléments historiques en ce qui concerne, par exemple, l'esclavage arabo-musulman. Il est important de vous préciser dans le contexte des flux migratoires il s'est prospéré, n'est-ce pas, un véritable trafic d'êtres et d'organes humains. La plupart de ces migrants qui se perdent au désert et qui meurent, très souvent, leurs organes sont retirés pour se retrouver dans le marché noir. C'est ce qu'il est question, c'est-à-dire que c'est effroyable. Pour les plus chanceux, ils se retrouvent esclaves sexuels ou quelque part, soit du côté de la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, parce qu'il s'agit, n'ayons pas peur de le dire, des pays qui assument leur xénophobie, qui assument leur racisme anti-noir. Donc, il s'agit donc du racisme, d'un double racisme anti-noir. D'un côté, vous avez la Tunisie. Je ne voudrais pas ici dire que c'est tous les Tunisiens qui sont racistes ou xénophobes. Je salue
l'humanité et l'humanisme de ces Tunisiens qui ont assisté, n'est-ce pas, qui ont porté secours, si vous voulez, qui ont porté secours à leurs frères subsahariens, d'autres qui les ont protégés contre la violence, n'est-ce pas, inhumaine, à la fois de leurs compatriotes et des autres. Donc, il faut saluer cela. Mais le gouvernement tunisien, avec à sa tête son président, est raciste, est xénophobe. Il a dit. Je crois qu'il a fait une déclaration dans ce sens, même si par la suite, son ministre des Affaires étrangères a fait un rétropédalage prétendant que les propos de son patron, de son président, ont été sortis de leur contexte. Mais ce qui n'a pas assumé, ce sont ses propos. Sont-ils sortis de leur contexte ou pas? Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est qu'il a estimé, et vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre introduction, à savoir que les flux migratoires étaient une menace pour la démographie tunisienne, en ce qui concerne le projet de grand remplacement. Il n'y a que Hitler pour tenir de tels propos. Et nous avons là Hitler qui, n'est-ce pas, qui s'est retrouvé dans la peau, n'est-ce pas, dans la peau ou bien dans le corps, n'est-ce pas, de Kais Saied. Donc, et en plus, il est soutenu, Hitler, d'État moderne, qui est actuellement président de la Tunisie, il est soutenu dans son projet par l'Union européenne. Non pas par l'Union européenne qui prétend être un partenaire ou un ami des pays africains, notamment de l'Afrique subsaharienne. Nous savons là, en mode de vision, de l'imposture, de la forfaiture, mais surtout de la manipulation. Albert Anatola, ici, il y a une loi qui a été votée du côté de la Tunisie demandant à tout Tunisien de ne pas surtout aider un Africain subsaharien. Faute de quoi, il pourrait faire la prison ou encore avoir une amende auprès des autorités. Je voudrais vous rappeler que la Tunisie est signataire de diverses conventions internationales ainsi que de divers traités portant soit sur le respect du droit humanitaire international, soit portant sur le droit international ou les droits humains. Oui. Donc, de ce point de vue, donc, au regard des éléments factuels que vous mettez en débat, la Tunisie donc se fiche des conventions qu'elle a eu à signer, des conventions internationales, qui sont, c'est vrai qu'elles n'ont pas une valeur contraignante, mais qui sont quand même supranationales, il veut déjà dire. Donc, je pense que, et ça se passe à la base de tous ces moments-là, qui, c'est vrai, n'est pas un modèle de respect des conventions et des traités signés par eux. Si c'était un autre État africain subsaharien, ça aurait créé des problèmes, je pense. Bien évidemment, ça aurait créé des problèmes, ça aurait bien écouté. Le FMI a essayé de faire un peu de chantage, comme c'est à son habitude, mais que s'est-il passé? Mais puisque le FMI a fermé la vanne de l'aide financière, Kais Saied a estimé qu'il faut aller prendre chez les riches pour résoudre ce problème de trésorerie, puisque vous l'avez également tout à l'heure indiqué, que pour s'absoudre, pour ne pas dire à ses compatriotes qu'il a un bilan désastreux, je parle du bilan social, économique, oui, et politique d'ailleurs, puisqu'il est désormais le seul pape, n'est-ce pas, du Vatican, du côté de Tunis. Il voudrait expliquer donc, il renvoie donc ces échecs aux flux migratoires. Donc, à la fin, donc, les migrants subsahariens deviennent donc un exutoire pour les frustrés, pour les étudiants qui sont frustrés de ne pas travailler, de ne pas pouvoir manger à leur faim. Donc, c'est ce que nous vivons, c'est une réalité. Si ça aurait été un autre pays, on aurait eu toutes les condamnations de la terre que vous imaginez. En lieu et place de ces condamnations qu'on attendait, l'Union européenne n'est-ce pas, a volé au secours de la Tunisie pour lui octroyer, n'est-ce pas, une manne financière de plus de 115, une manne financière cumulée de près de 215 milliards d'euros par an. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que dès lors que l'Union européenne peut l'aider à résoudre ses problèmes d'argent, eh bien, on va continuer à maltraiter les Subsahariens pour justifier, n'est-ce pas, la rente qu'on reçoit de la part de ces criminels que vous appelez, n'est-ce pas, l'Union européenne. Ça signifie tout simplement, Albert Anatola, ici, que désormais la Tunisie
puisqu'elle reçoit de l'argent de l'Union européenne, peut tuer des Africains subsahariens sans autre forme de procès. Je pense que les faits sont là. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'en plus, à la suite des tortures que vous avez tout à l'heure évoquées, oui, vous avez des subsahariens qui ont été tués. D'autres qui refoulés dans le désert sont morts. Mais à qui incombe la responsabilité? Je pense que lorsqu'on est encore... C'est vrai que nous avons, avec les mondialistes, qui ne se retrouvent pas qu'à Washington, bien à Paris ou alors en Belgique, à Genève, nous avons les mondialistes également sur le continent africain, oui, qui sont même des monstres à visage humain, qui malheureusement, au lieu justement de pouvoir secourir ces hommes, ces femmes, ces enfants en détresse, qu'est-ce qu'ils ont trouvé mieux à faire que de soit les refouler dans le désert, soit de les envoyer dans les camps de concentration. Moi, j'ai vu des images de des subsahariens qui ont été refoulés vers les camps de concentration. C'est on a envie de dire, on a envie de croire qu'il s'agit là, n'est-ce pas? Il s'agit plus des êtres humains, mais il s'agit tout simplement du bétail humain, c'est-à-dire qu'on a emprisonné dans les camps. Sans eau, pas de nourriture, pas de toilette. Et vous avez, pour certains, des femmes enceintes, pour d'autres qui ont des nourrissons. Je pense que là, il faut être Kais Saied pour le faire. Et il prétend que lui, il n'est pas raciste, qu'il n'est pas xénophobe. En tout cas, de manière éloquente, les faits parlent d'eux-mêmes. Albert Matoula, ici nous avons reçu également des images de ces camps de concentration. Plusieurs d'ailleurs nous ont envoyé des vidéos nous faisant savoir que désormais à ciel ouvert, étant vivants, eh bien ils sont opérés à ciel ouvert, on leur enlève un rein, un foie et etc. Mais c'est ce qu'il est. À qui vend-on justement tous ces organes humains? Je crois que je suis très mal placé parce que je ne suis pas allé de ce côté-là pour savoir qui sont les destinataires, n'est-ce pas, de ce macabre commerce. Mais ce que nous savons et que nous mettons en perspective, c'est que les flux migratoires ont créé des réseaux de criminels, de trafic, n'est-ce pas, d'organes humains. C'est ça qui est la question. C'est-à-dire que les flux migratoires, et très souvent, ces personnes sont opérées sans anesthésie. Eh oui, sans anesthésie. Oui. Donc, je pense là qu'il n'y a aucun respect pour la dignité humaine, ça n'existe pas du tout de ce côté-là. Je crois que, in fine, il faut, tout à l'heure, j'ai établi l'échelle des responsabilités. L'échelle première, la Tunisie, qui devrait accueillir, protéger ces femmes, ces enfants, ces hommes en détresse. La responsabilité secondaire, l'Union européenne, qui finance, qui renforce justement ce macabre commerce, n'est-ce pas, des êtres humains et des organes humains, ces traitements inhumains qui sont infligés aux êtres humains. Mais en même temps, il faut également qu'on dise que finalement, les troisièmes responsables, oui, ce sont ces familles qui se cotisent quelquefois à des millions de francs CFA pour envoyer quelqu'un dans une aventure ambiguë, à la merci des passeurs, des violeurs, des trafiquants d'êtres humains, alors que la même somme peut permettre à votre frère, à votre sœur, d'investir dans un projet dans votre pays. Donc, je pense que la responsabilité incombe également aux familles et surtout à ces personnes qui veulent absolument partir. Partir pour être victime de quoi? Pour les mourir, beaucoup sont morts, malheureusement pour leur famille. Beaucoup vont encore mourir, malheureusement pour leur famille. Donc, je crois qu'il faut, de ce point de vue, s'engager peut-être dans une campagne de sensibilisation, parce que dans le contexte des événements de Tunisie, oui, j'ai constaté que l'Organisation internationale des migrants n'a pas beaucoup parlé. Où est passé l'ONU et les autres organisations internationales? Il s'agit des Noirs. Dès lors qu'il s'agit des Noirs, ça les intéresse même pas du tout, ils n'en parlent pas.
Ça n'intéresse pas du tout. Ça aurait été des locodèmes, non, on aurait, les officines occidentales auraient mobilisé tous les médias pour nous enfumer avec ces choses-là, avec cette actualité. Donc, dès lors qu'il s'agit que des nègres, attendez, un nègre qui meurt, c'est une très bonne chose pour eux, puisqu'ils sont dans un projet, n'est-ce pas, de réduction de la population noire. Oui. Donc, pour eux, c'est une aubaine de savoir que quelques centaines d'Africains peuvent aller mourir tranquillement dans un désert. Ils peuvent aller mourir, n'est-ce pas, dans les camps de concentration. Ils n'ont rien à cirer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait nous faire comprendre une chose. Les organisations onusiennes, au même titre que l'ONU, ne sont pas là ne sont pas au service de la justice internationale, ne sont pas au service du droit international. Ces organisations sont au service d'un bloc, d'une famille, c'est-à-dire les mondialistes, les 13 familles, mais surtout au service du bloc occidental et non au service du continent africain. Parlons de diplomatie. Où sont passés les chefs d'État? Quelle est leur réaction par rapport à tout ce qui s'est fait ces dernières semaines du côté de la Tunisie? Leur silence a été très assourdissant. C'est le constat que j'ai fait. Leur silence a été très assourdissant. À peine j'ai entendu la voix de celui que vous appelez, la voix dans le cadre d'une condamnation de circonstance de celui que vous appelez Moussa Faki Mahamat, qui s'est fendu pour une situation aussi grave, qui s'est fendu en une suite pour condamner justement ces traitements uniquement dégradants des Sud-Sahariens. J'ai suivi également, lors je crois que c'était Oumarou Sissoko Embalo, oui, qui a fait un tour du côté, qui a fait un tour chez Kais Sayed, qui lui a fait croire naïvement qu'il n'était pas raciste, qu'il n'était pas xénophobe. Face à une situation aussi gravissime que celle-là, il me semble que les actes que nous avons observés, vus, engagés sur la barrière de l'Union africaine, me semblent mièvres, pour ne pas dire fades. Il me semble qu'il fallait, pour ces événements-là, exclure la Tunisie des instances de l'Union africaine. Merci à vous, Albert Latoula, ici d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, likez et partagez au plus grand nombre. On va également faire un clin d'œil à la censure. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.